Les chaînes du destin, The Chains of Destiny. Regardez d'abord la vidéo en français avec sous-titres, puis en anglais avec sous-titres, ensuite en français sans sous-titres. Répondez aux questions à la fin. La première rencontre, 1472, Royaume du Bénin. Les vagues de l'Atlantique venaient caresser les rives du puissant Royaume du Bénin lorsque des navires étrangers apparurent à l'horizon. Loba Ozolua, vêtu de sa robe royale, observait avec méfiance ces hommes à la peau pâle qui descendaient sur la plage avec des coffres remplis d'objets inconnus. Le chef des visiteurs, un marchand portugais nommé Duarte, s'avança et s'inclina respectueusement. Grand Oba, nous venons avec des richesses et des opportunités pour votre royaume. Les gardes royaux se tenaient prêts à dégainer leurs armes, mais Loba leva la main en signe de patience. Poses-tu étranger? Duarte ouvrit un coffre et en sortit un objet luisant, un miroir. Lorsqu'il le tendit à Loba, celui-ci recula légèrement en voyant son propre reflet. Les chefs murmurèrent entre eux, étonnés par cette magie inconnue. Voyez, Majesté, un don qui reflète votre grandeur. Nous apportons aussi du sel, plus précieux que l'or, pour conserver vos aliments et des armes pour renforcer votre armée. Loba scruta les objets devant lui. Le sel et les armes pourraient lui donner un avantage sur ses rivaux, mais les Portugais ne faisaient pas cela gratuitement. Et que veux-tu en retour? Des hommes et des femmes robustes, des travailleurs, des guerriers capturés lors de vos batailles. Nous les emmènerons dans nos terres lointaines où ils serviront un dessein plus grand. Un silence tomba sur l'assemblée. Loba connaissait l'esclavage, une pratique existant déjà en Afrique, où les prisonniers de guerre servaient leurs vainqueurs. Mais les envoyer au-delà des mers, c'était une toute autre affaire. Après un moment de réflexion, Loba se leva et déclara: Nous sommes prêts à commercer, mais notre peuple n'est pas une simple marchandise. Nous choisirons ceux qui partiront. Ainsi commença l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire. 2. L'expansion de la traite négrière. Au fil des décennies, le commerce des esclaves s'intensifia. Les royaumes africains comme le Bénin, l'Oyo et le Dahomey virent dans ce commerce une opportunité de richesse et de puissance. L'Empire Oyo envoya ses cavaliers mener des raids sur les villages voisins, capturant hommes, femmes et enfants pour les vendre aux Européens. À Dahomey, le roi Agaja organisa des expéditions militaires destinées à fournir un flux constant de captifs aux négociants européens. Un jour, à la cour du roi Gézo du Dahomey, un marchand français, Jacques Leclerc, négocia un nouvel accord. Majesté, les Européens ont une demande croissante. Plus d'hommes jeunes, plus de femmes fortes. Nos plantations ont besoin de bras. Le roi Gézo observa son conseiller hésitant. Et que nous offrez-vous en échange? Des armes modernes, plus puissantes que tout ce que vos ennemis possèdent. Le roi Gézo fit un geste de la main. Que nos guerriers partent cette nuit. Nos rivaux ne se doutent de rien. La machine infernale de la traite était en marche, alimentée par la violence et l'avidité. La traversée de l'Atlantique, un voyage de souffrance. Les captifs, enchaînés les uns aux autres, étaient forcés de marcher sur de longues distances jusqu'aux forts côtiers comme ceux d'Ouida, de Boni et de Gorée. Là, ils étaient enfermés dans des cachots sombres en attendant d'être embarqués sur les navires négriers. Sur l'un de ces navires, un jeune homme du Peligbo, nommé Shima, sanglotait dans l'obscurité. Je veux rentrer chez moi. Un vieil homme à ses côtés posa une main sur son épaule. Reste fort, mon fils. Nous devons survivre. L'odeur de la peur et de la mort flottait dans l'air. Certains captifs tentaient de se révolter. D'autres préféraient sauter à la mer plutôt que d'endurer la souffrance. La vie sur les plantations de canne à sucre. À Saint-Domingue, en Martinique et au Brésil, les esclaves étaient contraints de travailler sous un soleil brûlant. Les champs de canne à sucre s'étendaient à perte de vue. Un maître blanc observait ses esclaves. Lorsqu'il vit l'un d'eux ralentir, il s'approcha avec son fouet. Allez, plus vite! Chaque tige de canne vaut de l'or. Un esclave épuisé, Kofi, murmura à son compagnon de travail. Si seulement nous pouvions fuir. Les punitions étaient cruelles. Certains tentaient de s'échapper, mais peu y parvenaient.
D'autres se réunissaient en secret la nuit pour chanter, prier et rêver de liberté. Les révoltes et la résistance. En 1791, sur l'île de Saint-Domingue, un homme du nom de Toussaint Louverture prit la tête d'une révolte. Il rassembla son peuple et déclara: Nous sommes nés libres et nous mourrons libres. Les esclaves se battirent contre leurs oppresseurs et finirent par arracher leur liberté. Haïti devint la première république noire indépendante en 1804. 6. La fin du commerce négrier. Avec la montée des mouvements abolitionnistes en Europe, la traite négrière fut progressivement interdite. En 1851, les Britanniques attaquèrent Lagos pour mettre fin au commerce. Un jour, un marchand français retourna voir le roi Guézo du Dahomey. Majesté, le commerce est terminé. La Grande-Bretagne patrouille nos côtes. Le roi Guézo secoua la tête. Pendant des siècles, vous avez rempli vos navires avec mon peuple et maintenant, vous dites que c'est fini. Mais le monde avait changé. Se souvenir du passé. Aujourd'hui, la route des esclaves à Badagry, la porte du non-retour à Gorée et les musées du Bénin rappellent cette histoire douloureuse. Les chaînes ont rouillé, mais les souvenirs restent, car ceux qui oublient leur passé sont condamnés à le revivre. The Chains of Destiny. 1. The First Encounter, 1472, Kingdom of Benin. The waves of the Atlantic gently kissed the shores of the mighty Kingdom of Benin as foreign ships appeared on the horizon. Oba Ozolua, dressed in his royal robes, watched warily as these pale-skinned men descended onto the beach, carrying chests filled with unknown objects. The leader of the visitors, a Portuguese merchant named Duarte, stepped forward and bowed respectfully. Great Oba, we come with riches and opportunities for your kingdom. The royal guards stood ready to draw their weapons, but the Oba raised his hand in patience. What do you propose, stranger? Duarte opened a chest and pulled out a gleaming object, a mirror. When he handed it to the Oba, the ruler took a step back, startled by his own reflection. The chiefs whispered among themselves, amazed by this unknown magic. See, Majesty, a gift that reflects your greatness. We also bring salt, more valuable than gold for preserving food, and weapons to strengthen your army. The Oba examined the objects before him. Salt and weapons could give him an advantage over his rivals. But the Portuguese were not doing this for free. And what do you want in return? Strong men and women, workers, warriors captured in your battles. We will take them to our distant lands, where they will serve a greater purpose. A heavy silence fell over the assembly. The Oba was familiar with slavery, a practice that already existed in Africa, where prisoners of war served their conquerors. But sending them across the seas? That was something entirely different. After a moment of reflection, the Oba stood up. We are willing to trade, but our people are not mere merchandise. We will decide who will go. Thus began one of the darkest chapters in history. Part 2. The expansion of the slave trade. Over the decades, the slave trade intensified. African kingdoms like Benin, Oyo, and Dahomey saw this trade as an opportunity for wealth and power. The Oyo Empire sent its cavalry to raid neighboring villages, capturing men, women, and children to sell to Europeans. In Dahomey, King Agaja organized military expeditions to provide a steady flow of captives to European traders. One day, at the court of King Gezo of Dahomey, a French merchant, Jacques Leclerc, negotiated a new deal. Majesty, European demand is growing. More young men, more strong women. Our plantations need workers. King Gezo looked at his advisor, hesitating. And what do you offer in return? Modern weapons, more powerful than anything your enemies possess. King Gezo gestured with his hand. Let our warriors set out tonight. Our rivals suspect nothing. The infernal machine of the trade was in motion, fueled by violence and greed. 3. The Atlantic crossing, a journey of suffering. The captives, chained to one another, were forced to march long distances to coastal forts like those in Ouida, Boni, and Gorée. There they were locked in dark dungeons, awaiting transport on slave ships. On one of these ships, a young Igbo man named Chima sobbed in the darkness. I want to go home. An old man beside him placed a hand on his shoulder. Stay strong, my son. We must survive.
The air was thick with the smell of fear and death. Some captives attempted to revolt, while others preferred to jump into the sea rather than endure the suffering. 4. Life on the sugarcane plantations in Saint-Domingue, Martinique, and Brazil. Enslaved Africans were forced to work under a scorching sun. The sugarcane fields stretched endlessly. A white overseer watched his enslaved workers. When he saw one slowing down, he approached with his whip. Move faster! Every stalk of cane is worth gold. A weary slave, Kofi whispered to his fellow worker. If only we could escape. Punishments were brutal. Some tried to run away, but few succeeded. Others gathered secretly at night to sing, pray, and dream of freedom. Revolts and resistance. In 1791, on the island of Saint-Domingue, a man named Toussaint Louverture led a revolt. He gathered his people and declared, "We were born free and we will die free." The enslaved fought against their oppressors and eventually won their freedom. Haiti became the first independent black republic in 1804. The end of the slave trade. With the rise of abolitionist movements in Europe, the slave trade was gradually outlawed. In 1851, the British attacked Lagos to put an end to the trade. One day, a French merchant returned to see King Gezo of Dahomey. "Majesty, the trade is over. Britain patrols our coasts." King Gezo shook his head. "For centuries you filled your ships with my people, and now you say it is over." But the world had changed. Remembering the past, today the slave route in Badagry, the door of no return in Gorée, and museums in Benin remind us of this painful history. The chains have rusted, but the memories remain. For those who forget their past are doomed to relive it. Les chaînes de la destinée. La première rencontre, 1472, royaume du Bénin. Les vagues de l'Atlantique venaient caresser les rives du puissant royaume du Bénin lorsque des navires étrangers apparurent à l'horizon. Loba Ozolua, vêtu de sa robe royale, observait avec méfiance ces hommes à la peau pâle qui descendaient sur la plage avec des coffres remplis d'objets inconnus. Le chef des visiteurs, un marchand portugais nommé Duarte, s'avança et s'inclina respectueusement. Grand Oba, nous venons avec des richesses et des opportunités pour votre royaume. Les gardes royaux se tenaient prêts à dégainer leurs armes, mais Loba leva la main en signe de patience. Oba Ozolpostu, étranger. Duarte ouvrit un coffre et en sortit un objet luisant, un miroir. Lorsqu'il le tendit à Loba, celui-ci recula légèrement en voyant son propre reflet. Les chefs murmurèrent entre eux, étonnés par cette magie inconnue. Voyez, Majesté, un don qui reflète votre grandeur. Nous apportons aussi du sel, plus précieux que l'or, pour conserver vos aliments et des armes pour renforcer votre armée. Loba scruta les objets devant lui. Le sel et les armes pourraient lui donner un avantage sur ses rivaux, mais les Portugais ne faisaient pas cela gratuitement. Et que veux-tu en retour? Des hommes et des femmes robustes, des travailleurs, des guerriers capturés lors de vos batailles. Nous les emmènerons dans nos terres lointaines où ils serviront un dessein plus grand. Un silence tomba sur l'assemblée. Loba connaissait l'esclavage, une pratique existant déjà en Afrique où les prisonniers de guerre servaient leurs vainqueurs. Mais les envoyer au-delà des... Nous sommes prêts à commercer, mais notre peuple n'est pas une simple marchandise. Nous choisirons ceux qui partiront. Ainsi commença l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire. L'expansion de la traite négrière. Au fil des décennies, le commerce des esclaves s'intensifia. Les royaumes africains comme le Bénin, l'Oyo et le Dahomey virent dans ce commerce une opportunité de richesse et de puissance. L'Empire Oyo envoya ses cavaliers mener des raids sur les villages voisins, capturant hommes, femmes et enfants pour les vendre aux Européens. À Dahomey, le roi Agaja organisa des expéditions militaires destinées à fournir un flux constant de captifs aux négociants européens. Un jour, à la cour du roi Gezo du Dahomey, un marchand français, Jacques Leclerc, négocia un nouvel accord. Majesté, les Européens ont une demande croissante. Plus d'hommes jeunes, plus de femmes fortes. Nos plantations ont besoin de bras. Le roi Gezo observa son conseiller hésitant. Et que nous offrez-vous en échange? Des armes modernes, plus puissantes que tout ce que vos ennemis possèdent. Le roi Gezo fit un geste de la main.
Que nos guerriers partent cette nuit. Nos rivaux ne se doutent de rien. La machine infernale de la traite était en marche, alimentée par la violence et l'avidité. La traversée de l'Atlantique, un voyage de souffrance. Les captifs, enchaînés les uns aux autres, étaient forcés de marcher sur de longues distances jusqu'aux forts côtiers comme ceux d'Ouida, de Bonny et de Gorée. Là, ils étaient enfermés dans des cachots sombres en attendant d'être embarqués sur les navires négriers. Sur l'un de ces navires, un jeune homme du Peligbo, nommé Shima, sanglotait dans l'obscurité. Shima, faiblement, je veux rentrer chez moi. Un vieil homme à ses côtés posa une main sur son épaule. Reste fort, mon fils, nous devons survivre. L'odeur de la peur et de la mort flottait dans l'air. Certains captifs tentaient de se révolter, d'autres préféraient sauter à la mer plutôt que d'endurer la souffrance. Chat, la vie sur les plantations de canne à sucre. À Saint-Domingue, en Martinique et au Brésil, les esclaves étaient contraints de travailler sous un soleil brûlant. Les champs de canne à sucre s'étendaient à perte de vue. Un maître blanc observait ses esclaves. Lorsqu'il vit l'un d'eux ralentir, il s'approcha avec son fouet. Allez, plus vite! Chaque tige de canne vaut de l'or. Un esclave épuisé, Kofi, murmura à son compagnon de travail, Kofi, si seulement nous pouvions fuir. Les punitions étaient cruelles. Certains tentaient de s'échapper, mais peu y parvenaient. D'autres se réunissaient en secret la nuit pour chanter, prier et rêver de liberté. 5. Les révoltes et la résistance. En 1791, sur l'île de Saint-Domingue, un homme du nom de Toussaint Louverture prit la tête d'une révolte. Il rassembla son peuple et déclara Toussaint Louverture, nous sommes nés libres et nous mourrons libres. Les esclaves se battirent contre leurs oppresseurs et finirent par arracher leur liberté. Haïti devint la première république noire indépendante en 1804. La fin du commerce négrier. Avec la montée des mouvements abolitionnistes en Europe, la traite négrière fut progressivement interdite. En 1851, les Britanniques attaquèrent Lagos pour mettre fin au commerce. Un jour, un marchand français retourna voir le roi Guézo du Dahomey. Majesté, le commerce est terminé. La Grande-Bretagne patrouille nos côtes. Le roi Guézo secoua la tête. Pendant des siècles, vous avez rempli vos navires avec mon peuple et maintenant, vous dites que c'est fini. Mais le monde avait changé. Se souvenir du passé. Aujourd'hui, la route des esclaves à Badagry, la porte du non-retour à Gorée et les musées du Bénin rappellent cette histoire douloureuse. Les chaînes ont rouillé, mais les souvenirs restent, car ceux qui oublient leur passé sont condamnés à le revivre. 1. Comment le commerce des esclaves a-t-il commencé dans le royaume du Bénin et quel rôle les Portugais ont-ils joué? 2. Pourquoi les rois africains, comme Guézo du Dahomey, ont-ils accepté de participer à la traite négrière? 3. Quelles étaient les conditions de vie des captifs pendant la traversée de l'Atlantique? 4. Comment les esclaves résistaient-ils sur les plantations de canne à sucre? 5. Quel événement a marqué la fin du commerce des esclaves en Afrique de l'Ouest?